Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 Les mutations de l'entreprise, le passé. Il n'est pas question de vous infliger un cours d'histoire, mais simplement de retracer les principales étapes afin de comprendre la situation actuelle et surtout de discerner les principales évolutions à venir, afin de s'y préparer le plus intelligemment possible à l'aide de notre QI, bien sûr, mais surtout avec notre intelligence émotionnelle qui nous procurera un positionnement et des comportements adaptés. Les passionnés d'histoire pourront se référer au livre de Michel Drancourt. C'est l'ouvrage de référence le plus récent en ce domaine, et parmi les nombreux documents que j'ai pu consulter sur le sujet, la classification utilisée me semble la plus équilibrée. Vous pouvez également vous référer à une remarquable synthèse, publiée par Alexis Pénaud. Rappelons qu'il s'agit uniquement de vous donner quelques repères simples, destinés à vous permettre de prendre conscience des évolutions historiques ayant conduit à la situation actuelle. N'en concluez surtout pas que je souhaite vous amener à construire le futur par une projection du passé. Plusieurs raisons à cela. La situation actuelle est sans précédent. C'est à la fois passionnant mais également source d'interrogation voire d'inquiétude. L'avenir peut prendre de nombreuses voies différentes, et c'est à chacune et à chacun de construire sa propre vision. Notre étude se situe en amont, pour comprendre comment l'intelligence émotionnelle individuelle et collective permettra la meilleure adaptation des comportements en fonction de ce qu'il adviendra. Une longue gestation. Tout a commencé par le commerce, et cela nous fait remonter à l'Antiquité. Avant la naissance des entreprises, il y a eu des entrepreneurs qui se consacraient au commerce. Dans l'Antiquité, pendant que certains s'exprimaient par la conquête des territoires, d'autres se consacraient aux activités marchandes avec des organisations soumises aux possibilités logistiques de l'époque, à savoir les axes fluviaux et les caravanes. À noter l'émergence d'une première tendance, le passage des frontières, autrement dit la mondialisation avant l'heure. Cela fait dire très justement à Michel Drancourt que la civilisation romaine a constitué un véritable marché commun, avant la lettre de 80 millions d'habitants, en quelque sorte une Europe méditerranéenne. Autre fait marquant, Rome consommait beaucoup, provoquant par là un déficit de la balance commerciale. Conséquence, une hausse de la pression fiscale et un interventionnisme de l'État qui seront l'une des causes de la décadence de l'Empire romain. Dont acte pour nos gouvernants actuels. Là aussi, avant l'heure socialiste, un soutien économique par la demande. À l'époque, les unités de production étaient petites et les activités agricoles prédominantes. La dimension des organisations de production était limitée par les débouchés d'une consommation de proximité. Pas plus que de capitaux financiers, on ne trouvera trace de gestion du capital émotionnel d'une collectivité de travail. Il existait néanmoins les PREMISSES, de la Renaissance à l'ère industrielle. Les croisades ont sensiblement modifié le théâtre d'opérations économiques, par l'accroissement des échanges entre l'Europe et l'Orient. Les mouvements de monnaie d'échange ont posé les bases des techniques bancaires, particulièrement avec les marchands italiens dans les ports de Gênes et de Venise. C'est à partir du XVe siècle que des évolutions techniques impactent les capacités de produire en plus grande quantité et d'améliorer la circulation des biens, donc des échanges commerciaux. L'invention des moulins à eau, des moyens mécaniques de transmission avec l'arbre à cames, les bateaux avec des coques lourdes autorisant des volumes d'emport de marchandises plus importants, les attelages pour les transports terrestres, le papier et l'imprimerie pour la diffusion des connaissances, les instruments de mesure du temps et des poids, autant de facteurs qui permettront plus tard de concevoir des moyens de production et de les organiser en entreprise. En Europe, le rôle de l'Église a été pour le moins ambigu. Elle a freiné l'organisation des mouvements de capitaux en s'opposant à la rémunération des investissements avec l'interdiction de l'usure. Mais en même temps, avec la construction des cathédrales, elle a contribué au développement de véritables entreprises en donnant du travail, création d'emplois, en organisant le financement, en améliorant les moyens de production, engins de levage, sans compter l'organisation des tâches. Nous sommes dans un monde où l'entrepreneur est avant tout un marchand. D'ailleurs, c'est à cette période que le centre économique se déplacera de l'Italie vers les Pays-Bas,
et qu'émergera l'Angleterre avec ses grands navigateurs, son implantation en Amérique du Nord. C'est en Angleterre que se produira plus tard la révolution industrielle, et c'est malgré elle que les États-Unis naîtront. La révolution industrielle. De la fin du XVIIIe siècle à la première partie du XIXe, les innovations techniques vont accélérer les évolutions. Elles ont permis, entre autres, de perfectionner la machine à vapeur dont l'efficacité a été multipliée par 3. Il faut surtout retenir que ce sont les interactions entre les différents progrès techniques qui vont provoquer une évolution générale. Par exemple, le charbon a permis de baisser le coût de production du fer et de fabriquer des outils qui ont amélioré la production agricole. Comme il était lourd à transporter, des moyens de transport comme les chemins de fer sont devenus nécessaires. Avec eux, le transport de passagers s'est développé. Autre exemple donné par Michel Drancourt, l'industrie textile. L'invention des turbines a amélioré la production du coton, mais parallèlement, la machine à vapeur est venue concurrencer ce moyen de production. Résultat, la mise en place de ces deux moyens a généré un challenge et une compétition qui ont fait progresser l'ensemble. On retiendra donc à cette période les interactions entre les différentes techniques, elles-mêmes soutenues par les avancées scientifiques, ont accéléré les évolutions. Logiquement, les acteurs et le décor ont changé. Si les artisans n'ont pas développé de grosses entreprises, les inventeurs sont devenus de véritables entrepreneurs constituant des structures plus importantes permettant de concentrer les moyens de production afin de rentabiliser par l'échelle les investissements. L'Angleterre a fait émerger ce que l'on a appelé une noblesse d'affaires, qui a été très efficace. Pour l'anecdote, la Révolution a fait prendre près de 20 ans de retard à la France par rapport à son voisin d'outre-Manche. Si au plan économique le bilan n'est pas très glorieux, au plan philosophique il est tout de même plus positif si l'on fait abstraction des guerres napoléoniennes. C'est au cours de cette période qu'apparaît le salariat de l'industrie qui, avec des revenus réguliers, commence à acheter des biens. Cela conduit à l'éclosion de la notion de marché, d'autant plus que la population est, en Europe, en forte augmentation. Naturellement, les premiers rassemblements de travailleurs apparaissent, jeunesse de l'émotion collective. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur cette notion. Une autre relation se fait jour, celle du fournisseur avec le client. Autre terrain de jeu de compétences comportementales, nous retrouvons au cœur de cette relation une application des différentes composantes de l'intelligence émotionnelle. La description de cette période ne peut se finaliser sans aborder l'incontournable développement du savoir-faire bancaire. Là aussi, l'influence de l'Angleterre a été considérable. Vous avez noté qu'au milieu du XIXe siècle, les principales composantes de ce que l'on dénommera l'entreprise sont présentes. Nous allons aborder maintenant ce qu'il est coutume d'appeler la seconde révolution industrielle. L'entreprise technique et industrielle. La seconde moitié du XIXe siècle a été très structurante. Les aspects logistiques ont été déterminants en conduisant à des innovations techniques et à la nécessaire organisation des activités en entreprise. En effet, les chemins de fer s'implantent dans de nombreux pays suscitant des avancées technologiques avec une exploitation des lignes nécessitant une main-d'œuvre importante regroupée dans des organisations structurées pour permettre l'émergence d'activités associées au transport. L'évolution technique a été un peu plus longue sur les mers. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que les bateaux à vapeur s'imposent à hauteur de 50% dans les flottes commerciales. Cela n'empêchera pas la naissance des premières compagnies de transport maritime internationales. C'est à cette époque que, logiquement, naissent de nombreuses entreprises dans la métallurgie aussi bien en France qu'en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. C'est l'ère de l'acier. Parallèlement, grâce au système de formation mis en place, l'Allemagne prend le leadership dans l'industrie chimique. Bayer, BASF, HOESCHT datent de cette période. On notera au passage leur pérennité. N'oublions pas la fée électricité avec l'émergence des premières centrales de production en fin de siècle avec une mention particulière pour Siemens qui, avec son chef Werner, associe les talents de chercheurs à ceux d'entrepreneurs. Encore une autre organisation durable germanique. Pour nous rapprocher de notre sujet, il est impératif d'accorder une mention particulière pour General Electric qui, d'entrée de jeu,
a mis en place des méthodes de management avancées pour l'époque. Et là aussi, l'expérience se prolonge. Il est intéressant donc, de relever que bon nombre de ces entreprises existent encore aujourd'hui, fait remarquable qui met en évidence un potentiel d'élaboration de stratégies d'adaptation et d'anticipation permettant de placer ces organisations dans la longévité. Plus clairement, il s'agit des premières traces de gestion du capital émotionnel. Vous pensez que j'oublie le pétrole et son industrie ? Bien sûr que non. Même si son exploitation débute vers 1860, les débouchés immenses pour les automobiles ne sont pas encore présents. Cela n'a pas empêché John Rockefeller de fonder une grande entreprise destinée à alimenter de pétrole les lampes. Si on limite la notion d'entreprise par la mesure des effectifs salariés, on peut dire qu'elle date de cette période. Mais c'est aussi durant cette période que se construisent les éléments de la modernité. Le juridique prend sa place avec la notion de société. La loi française sur les sociétés anonymes date de 1867, et l'on voit apparaître les notions spécifiques de propriété des entreprises et de responsabilité des dirigeants. Le traitement financier des actions des sociétés conduit au développement des bourses, des banques d'affaires. Émergence aussi de l'étalon or, qui facilitera les échanges internationaux avec les systèmes monétaires. Le concept d'organisation se fait jour avec la notion de direction générale, la distinction entre les tâches opérationnelles de production, d'organisation et de préparation du travail, d'animation, de relation avec les clients. Bref, la professionnalisation se met en place. Le client commence à prendre une importance telle que les moyens de distribution vont évoluer. Les grands magasins datent de cette époque et ce n'est pas un hasard. Venons-en à notre préoccupation, l'humain et le social. Les prémices de ce que nous vivrons activement au XIXe siècle sont présentes. L'industrialisation conduit à des entreprises plus importantes employant de plus en plus de salariés. Le nombre conduit naturellement ces derniers à s'organiser. Contrairement à une idée reçue, les premiers mouvements sociaux ne proviennent pas des idées politiques et ou philosophiques. Ils sont plutôt une résultante des situations générées par l'évolution des collectivités de travail. Les ouvriers ont inconsciemment constitué leur propre capital émotionnel, à partir d'une ambiance collective issue d'un sentiment général, lui-même addition des émotions individuelles. Dans ces mouvements syndicaux, plusieurs courants existant encore aujourd'hui apparaissent. Les syndicats révolutionnaires qui s'en prennent au système capitaliste. Les syndicats réformistes conscients des réalités économiques et industrielles qui s'adaptent au système, mais souhaitent corriger les aspects extrêmes. Les syndicats strictement revendicatifs recherchant plus d'avantages concrets pour les salariés sans se soucier d'un dogme ou d'une théorie. On les trouve dans les pays anglo-saxons. Conséquence logique de ces situations de terrain, les premières lois sociales apparaissent, comme d'habitude postérieurement pour confirmer et encadrer une réalité. C'est ainsi que les législateurs des différents pays vont commencer à réglementer la scolarisation, la durée du travail, les augmentations de salaire, les assurances sociales avec la couverture progressive de la maladie et des accidents de la vie. Le champion de cette dernière avancée a été Bismarck qui avait trouvé ce moyen, non par idéologie, mais pour devancer les socialistes. L'évolution des techniques de production avec le machinisme a appelé des besoins de mise à niveau des compétences, c'est-à-dire de formation. De ce point de vue, l'Allemagne, même si son démarrage industriel a été plus tardif, avait déjà préparé cette mutation par des investissements spécifiques. Nécessité fait loi. Le recours à la mécanisation et aux automatismes oblige les entrepreneurs à avoir du personnel mieux formé. L'évolution quantitative des marchés à cette époque permettait de ne pas associer l'automatisation et l'évolution des techniques avec une diminution globale des emplois. Il fallait cependant des compétences adaptées aux moyens de production. À cette époque, la formation n'était pas une finalité politique et philosophique mais uniquement un paramètre d'adéquation post-compétence. Nous pourrions écrire des dizaines de pages sur cette période, et les spécialistes peuvent sans problème critiquer nos raccourcis et le choix des faits retenus pour caractériser ces moments de l'histoire des entreprises. Le but était de retenir quelques événements marquants, attestant de la mise en place de phénomènes durables puisque nous vivons encore avec. L'entreprise du XXe siècle.
Pour être précis, cette période va du début du siècle au début des années 1970. Ainsi, les bouleversements sociaux, technologiques, économiques, géopolitiques intervenus dans le monde à partir de 1968 vont provoquer de nouvelles situations que nous vivons encore à l'heure actuelle. L'accélération a été générale, globale pourrait-on dire, des aspects dramatiques dus aux deux guerres mondiales qui accélèrent néanmoins les progrès techniques, passionnants avec les avancées scientifiques et techniques. Comment ne pas penser au premier pas sur la Lune en 1969 ? Enrichissant avec les 30 Glorieuses, surprenant avec les chocs pétroliers, apostrophant au plan sociologique, nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu des événements. En 1968, les entreprises ont vécu avec des vents propulsifs mais aussi des vents contraires. Bref, un monde d'émotions, de réactions d'ailleurs pas toujours appropriées. Les techniques d'organisation, de management, de gestion comptable et financière se sont modernisées mais bizarrement, il n'y a pas eu de mutation fondamentale en dehors des systèmes étatiques de protection sociale sur les retraites et la santé. Nous pourrions faire une analogie avec l'automobile. Les améliorations en conception, production sont présentes, mais les moteurs fonctionnent toujours avec les mêmes principes de base. Enfin, tout cela jusqu'aux années 1970, nous verrons pourquoi. Cela dit, nombre de perfectionnements méritent considération. Le management se développe. Conséquence de la complexité provoquée par l'échelle, cette appellation américaine concerne simultanément les points de vue pratiques et théoriques, un mode de fonctionnement couvrant l'économique et le social. La gestation fut longue jusqu'à la Première Guerre mondiale, suivie d'une avancée entre les deux guerres pour se conclure par une généralisation ensuite. L'influence d'Henry Ford est incontestable. Entre la standardisation, l'organisation de la production et le volet social dans la mesure où ces voitures étaient accessibles à ses ouvriers, il poussa très loin la rationalisation de la production. Un autre novateur, moins connu du grand public, Alfred Sloan, va aller au-delà des concepts d'Henry Ford. Soutenu par la société DuPont de Nemours, General Motors adopte le plan Sloan et devient le numéro 1 des ventes en 1930. C'est l'apparition du marketing, avec les notions de segment de marché, de politique produit, de détermination des règles relatives au prix, le pricing, la communication par la publicité, l'organisation de la distribution. C'est l'occasion de rationaliser l'organisation, avec une décentralisation des responsabilités et une recentralisation du reporting intégrant le contrôle d'une direction générale, pour détenir la vision de l'ensemble des activités. De nombreuses entreprises vivent encore aujourd'hui avec ces concepts. Comment ne pas évoquer l'influence de Taylor ? Cet ingénieur a été accusé de déshumaniser le travail avec la segmentation et la mécanisation. Il mourut sans pouvoir constater les aspects positifs de sa méthode qui a favorisé l'efficacité des systèmes de production, diminué les coûts rendant par là accessible au plus grand nombre de nombreux biens de consommation. C'est la guerre au temps, comme se tiendra plus tard la guerre à la miniaturisation. La publicité stimule la consommation elle-même assistée par le développement des crédits. Le taux d'équipement des ménages en matériel électroménager explose. Les impacts sociaux consécutifs à ces évolutions sont évidents. Les mouvements de grève s'amplifient et conduisent le monde politique à entrer dans le jeu. Vous avez forcément présent à l'esprit le Front populaire de 1936, les grèves de 1968 avec des syndicats débordés par la base. Phénomène classique lorsqu'une organisation n'écoute pas l'expression émotionnelle de ses membres. La situation est assez différente en fonction des pays et des filières d'activité. Aux États-Unis, les syndicats se préoccupent peu de l'idéologie, on se bat sur la répartition des profits dans le business. L'Allemagne, toujours soucieuse de la formation et des compétences, génère un syndicalisme ayant des représentants crédibilisés par leur savoir-faire économique. Ces derniers sont donc pris en compte par les entrepreneurs et sans tomber dans la cogestion, les entreprises germaniques vivent au rythme des accords issus d'un désir de consensus. La France se complaisant dans les idéologies et les débats dogmatiques, c'est le syndicalisme de combat avec des visées révolutionnaires qui domine et ceci d'autant plus facilement que l'économie ne fait pas partie de l'enseignement général. J'ai dû attendre la faculté de droit pour connaître les bases de l'économie d'entreprise et de la macroéconomie 7. Soyons lucides,
Durant de nombreuses années, le patronat français s'est réfugié dans l'élitisme plutôt que d'enseigner aux salariés les bases d'une culture économique permettant de se comprendre et de contractualiser autour d'une stratégie partagée. Nous verrons plus loin que cette absence de connaissances provoque des échanges dogmatiques qui précipitent progressivement le pays vers le déclin. Restons dans l'époque en constatant que les 30 Glorieuses ont permis d'éluder de nombreux problèmes. Les ressources naturelles étant suffisantes, donc à bas prix, la croissance a été d'une grande ampleur et mise en relief par un accompagnement sans précédent des progrès scientifiques et techniques. Il n'y a pas de meilleur anesthésiant que l'augmentation du pouvoir d'achat, dans un environnement de croissance d'activité. Mais voilà, les années 70, avec les chocs pétroliers, ont constitué le premier maillon de nombreux changements, caractérisant les années à venir avec leur lot de déstabilisation, d'interrogation, de début de pénurie. De 1970 à aujourd'hui. Un premier paradoxe. Pendant que les populations se positionnent en vue de poursuivre la croissance et la consommation avec une confiance aveugle vis-à-vis du progrès, le tout en perdant bon nombre de valeurs et le sens de l'altérité, les ingrédients de la déstabilisation apparaissent. Le choc pétrolier est un détonateur. L'impact économique est évident, avec des effets sur la géopolitique. Comme par hasard, la quasi-totalité des ressources pétrolières se situe hors du territoire des pays développés. Les États-Unis se positionnent en gendarmes du monde. La défense de la démocratie prend des odeurs d'hydrocarbures. Belle occasion aussi de faire barrage au communisme, avec une guerre froide qui donnera tout de même de belles bouffées de chaleur avec l'équilibre de la terreur nucléaire. La croissance économique s'était appuyée sur les gains de temps de production, mais un nouveau vecteur apparaît avec l'électronique qui va permettre la miniaturisation, le bond en avant des technologies de communication, l'essor de l'informatique avec la mise au point des microprocesseurs. Toujours plus petite et plus puissante, comme l'a constaté et projeté dans le temps Gordon Moore avec sa loi, l'électronique est présente partout, dans tous les produits. L'association des progrès de l'électronique avec l'informatique et les télécommunications apporte une contraction de l'espace-temps à bas coût, ce qui est illustré par l'Internet dont on mesure à peine la révolution comportementale qu'il génère aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. On s'envoie des mails plutôt que de se voir et de se parler, mais on peut communiquer de n'importe où avec un téléphone mobile et se joindre à l'autre bout du monde. Impactés par ces évolutions, les systèmes monétaires et financiers sont fragilisés et volatiles. Vous avez en mémoire la crise de 2008 qui a franchi toutes les frontières avec des capitales boursières dirigées plus par des robots informatiques que par l'homme. L'optimisation des moyens de transport a accéléré les échanges de biens pour construire la mondialisation de l'économie. À ce sujet, vous pouvez constater que ceux qui mettent en avant les dogmes contre la mondialisation sont les mêmes qui consomment les yeux fermés les biens importés dans notre territoire lorsque les prix sont plus bas. Combien coûterait un smartphone made in France ? Sous peine de sortir du sujet, on pourrait débattre ensemble sur un aspect équitable de la mondialisation qui finit par donner de l'activité à des pays qui en manquent. À ce que je sache, la pauvreté en Chine a perdu du terrain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.